Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le face-à-face. Alors un face-à-face là sur quelque chose qui est autrement plus sérieux et grave, mais qui est fondamental. Reynald Secher, bonjour. Bonjour. Vous êtes docteur en histoire et en sciences politiques. Vous avez écrit de nombreux ouvrages, notamment sur la Vendée, sur les massacres de Vendée, je rappelle votre maître livre, qui est paru en 2011, Vendée du génocide au mémoricide. Je crois que vous avez inventé l'expression, c'est vous, mémoricide, hein, aux éditions du Cerf. Et puis votre plus récent livre, chez vous, au Reynald Secher édition, Guerre de Vendée et génocide à la Chapelle Basse-Mer. Alors, ça m'a beaucoup intéressé parce qu'on est dans une période où on parle beaucoup de génocide, on parle de génocide à Gaza, on emploie le mot génocide partout, je ne dis pas à tort et à travers, mais partout, Congo, Rwanda, et Dieu sait s'il y en a eu. On va pas remonter à l'Arménie, mais vous, justement, vous remontez à 1790-93 exactement, à la guerre de Vendée. Et vous dites, et vous avez écrit plusieurs livres là-dessus, et c'est vrai que c'était, quand vous parlez du mémoricide, c'est vrai que ça a été l'un des massacres, je ne dis pas les plus ignorés de l'histoire, en tout cas. Et qu'est-ce qui s'est passé exactement? Et je voudrais revenir à cette définition, parce que, qu'est-ce que c'est, selon vous, je parle à l'historien, qu'est-ce qu'un génocide par rapport à un crime de guerre et un crime contre l'humanité? Déjà, essayez de dire les choses comme elles sont et de donner une vraie sens aux mots et aux vrais mots, des vrais mots au sens. En fait, il y a 3 crimes de génocide. Vous avez la conception de l'extermination partielle ou totale d'un groupe humain de type ethnique, racial, politique ou religieux. Ça, c'est la définition première qui a évolué avec, évidemment, l'histoire, hein, qui s'est adaptée. Mais le mot génocide a été employé pour la première fois quand? En fait, il a été créé de toutes pièces par un avocat polonais qui s'appelle Lemkin. Non pas d'ailleurs pour désigner les crimes commis par les nationaux socialistes vis-à-vis des homosexuels, des débiles, des juifs, des catholiques, etc., mais pour dénoncer les crimes commis par le système communiste. Sa première intention, sa première démarche... Ah, c'était anticommuniste, sa première intention. Et en fait, ce qui est très intéressant dans sa démarche, qui est d'ailleurs équivalente à celle d'un certain nombre de spectateurs de ce qui s'est passé durant la Révolution française, c'est-à-dire l'extermination d'un groupe humain, non pas pour ce qu'il a fait, mais pour ce qu'il est, en l'occurrence la Vendée, tout est là. En fait, hein. Donc les gens se posent la question du vocabulaire, c'est-à-dire comme on n'a jamais fait cela avant, c'est la première fois dans l'histoire contemporaine qu'un peuple souverain, en conscience partagée, décide d'exterminer froidement celui qui pense différemment. C'est une première. Donc, on va chercher un mot. On va pas trouver. Il y a un contemporain qui s'appelle Gracchus Babeuf qui fait le constat et il va créer le néologisme populicide, qui est un mot merveilleux. Populicide. Populicide. Ah, c'est Gracchus Babeuf. Gracchus Babeuf. Et donc, quand il y a eu les grands massacres commis par les Turcs vis-à-vis des Arméniens, se pose le même problème. 115, absolument. Et le consul américain Davis, il ne trouve pas le mot, hein, et donc il va parler de crimes abominables, etc. Troisième étape, celle de cet avocat Lemkin, qui observe la même chose, qui cherche désespérément dans le langage commun un mot, et qui va créer ce néologisme, qui est un mauvais mot en tant que tel, en raison de racines grecques et de racines latines qu'on associe race et extermination. Bien. Et donc, il a fallu le définir juridiquement. Alors que si on avait retenu, à mon avis, le mot populicide, ça aurait simplifié la tâche. Et il y a un autre problème. C'est-à-dire que on a bien défini ce crime contre la conception, contre la réalisation partielle ou totale, mais on a oublié la mémoire.
Et lorsque moi je constate que les mémoires sont extrêmement fragiles, je rappelle d'ailleurs qu'on n'a jamais jugé les communistes pour dans le monde entier pour les crimes de génocide qu'ils ont commis ici et là. Le seul crime, Pol Pot, par exemple, au Cambodge. Alors il y a eu un tribunal interne au pays, mais ça n'a pas été un tribunal international. Et en l'occurrence, le seul génocide que la conscience collective a retenu, et c'est réducteur, c'est le génocide des Juifs commis par les nationaux socialistes. Donc là, il y a une minoration des crimes commis. La Vendée, en l'occurrence, soulève deux problèmes. Le premier problème, c'est l'acte lui-même. La Vendée étant le premier exemple de massacre. Pardon, je vous interromps, Reynald Sécher, mais c'est intéressant. Est-ce qu'on pourrait pas dire aussi que quand les conquistadors espagnols, avec les Aztèques, les populations d'Amérique du Sud, etc., il n'y a pas eu des choses similaires? Alors, parle de l'histoire contemporaine. D'accord. De l'histoire contemporaine. D'accord. C'est la première fois et l'unique fois que le peuple souverain conceptualise l'extermination de lui-même. Et ce qui est unique pour la Vendée, c'est qu'on a voté des lois. Aucun pays, que ce soit les pays communistes, les pays nationaux socialistes, etc., n'ont voté des lois d'extermination et d'anéantissement. La France, cas unique, a voté 3 lois d'extermination et d'anéantissement. Donc des lois écrites promulguées, etc. Conçues, votées et appliquées. 3 lois évolutives qui sont de plus en plus terribles. La première loi date du 1er août, où on décide... de quelle année ? Le 1er août 1793, où on décide d'arracher du territoire de la Vendée les femmes, les enfants, les vieillards que l'on déporte, et on tue tout le reste. Deuxième loi, c'est écrit, ça. C'est écrit, noir sur blanc. Vous avez tout ça dans mon livre, de Vendée, du génocide au mémoricide. Parce que maintenant, j'ai la même démarche que les Ukrainiens, que les Arméniens. Je publie les documents parce que les gens ne veulent pas me croire. Bien sûr. Et donc, première loi, il dit ça. 1er août 1793. Deuxième loi, après avoir fait le constat qu'on ne peut pas arracher les femmes, les enfants et les vieillards du territoire pour les écarter, pour tuer tout le reste, on décide d'exterminer toute la population. Et on va aller même plus loin. On va préciser dans les textes administratifs qu'il faut éliminer de préférence les femmes s'ils ont producteurs, les enfants car en passe de devenir futurs brigands et les anciens pour la mémoire. Et la troisième loi, qui est une loi absolument incroyable, on va débaptiser solennellement le département de la Vendée pour lui donner un nouveau nom, département Vengé. Et on décide de substituer à la population originelle une nouvelle population venant de l'extérieur dont on est sûr parce que républicaine ou républicanisée. Vous voyez ? Et ce qui est incroyable, c'est que jamais ces lois n'ont été abrogées. C'est-à-dire que bon nombre de députés, notamment des députés vendéens, ont essayé, lors des législatures, de présenter des lois pour abroger ces lois. Nul et non avenu, enfin. Voilà. Vous voulez dire, ces lois sont toujours, j'allais dire, bien pas en vigueur, mais ces lois sont toujours existantes. Absolument. Elles sont en vigueur, si on pourrait dire. Absolument. Et d'ailleurs, ça serait intéressant si quelqu'un tue un Vendéen en lui disant « Au nom de la loi, je te tue », je ne sais pas ce qui peut se passer juridiquement. Bien. Et donc... c'est théorique, ça, quoi, je pense. Mais oui, c'est incroyable. Bon. Alors ça, c'est le premier crime. Le deuxième crime, c'est ce que j'appelle le crime de mémoricide. Alors, on va en parler, Reynald Sécher, juste après cette petite pause. On va parler de crime de mémoricide, effectivement. Et c'est très bien de remettre les pendules à l'heure. Et comme on dit, l'église au milieu du village, parce que, voilà, c'est la mémoire aussi qui flanche là-dedans. À tout de suite. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Reynald Sécher, Vendée du génocide au mémoricide. Et puis là, tout récemment, la guerre de Vendée, génocide à la Chapelle-Basse-Mer, une histoire qui s'est passée dans votre maison d'édition, Reynald Sécher. Je voudrais revenir. Alors justement, on va aborder le mémoricide.
Et pourquoi ce mot par rapport au génocide? Mémoricide veut dire quoi? Destruction de la mémoire, disparition de la mémoire, ou volonté d'effacer les mémoires? Alors, je vais d'abord faire l'histoire de cela. En fait, moi, j'ai le même problème que Babeuf. J'ai le même problème que le consul Davis dont on a parlé tout à l'heure. Et j'ai le même problème que Lemkin. Moi, en tant que historien, 200 ans après les événements, je me rends compte de deux choses principalement. Un, on a fait des Vendéens des traîtres et on a fait de leurs bourreaux des héros. Comment cela s'est-il traduit? Je prends des exemples précis. Allez-y. Lazare Carnot, qui est en charge de l'extermination de la Vendée, c'est le SS. C'est lui qui a tout conçu, avec Barère et Robespierre. Savez-vous où il est enterré? Au Panthéon. Je prends un autre exemple. Il n'a pas été connu pour ça. Je ne dis pas ça en défense. Hein, Ou mais... quoique. Ah, ça sera analysé. Alors allez-y. Deuxième exemple. Ouais. Celui qui a conçu le concept d'extermination par le gazage, qui est un député parisien, qui s'appelle Fourcroy, qui est un criminel contre l'humanité. Eh bien, il a son nom de rue, et pire, il a une statue au sein d'une des niches de l'hôtel de ville de Paris. On pourrait comme ça multiplier les exemples. Je ne parle pas de Robespierre, avec ses noms de rue, ses noms de lycée, etc., qui est un grand criminel contre l'humanité. Le général Turreau, responsable et créateur des colonnes infernales, dont le nom est sur l'Arc de Triomphe. Le fondateur des fours crématoires, qui est un général suisse qui a sévi en Vendée à Mai, il a son nom sur l'Arc de Triomphe. C'est-à-dire que toutes les horreurs commises au sein des grands crimes contre l'humanité au XXe siècle ont été pensées et mises en œuvre par les Français en Vendée. La Vendée est un laboratoire. Ça a été un laboratoire infernal. Ouais. Et d'ailleurs, si Robespierre s'était maintenu au pouvoir, la deuxième région programmée était la Bretagne, puis après il y aurait eu la Corse et d'autres. Je pense notamment à la Savoie. Hein. Et donc, ça c'est le premier crime, c'est-à-dire l'acte légal. Je dis bien légal. Oui, puisqu'il y a eu des lois qui ont été promulguées, votées, écrites. Et donc, il y a le deuxième crime, parce qu'il y a deux crimes en Vendée. C'est-à-dire que on a fait un nettoyage de l'histoire et on a fait des bourreaux des victimes et des victimes des bourreaux. Alors, j'ai essayé de comprendre comment ça s'est fait. Comment s'est fait ce nettoyage de l'histoire, justement? Alors, il y avait deux solutions. J'ai beaucoup travaillé avec Stéphane Courtois, qui se pose la même question du nettoyage de l'histoire, notamment dans les pays anciennement communistes. Tout à fait. Il y avait deux solutions possibles. Soit c'est au fil du temps que le nettoyage de l'histoire se fait. On aurait pu imaginer Michelet, etc., etc. Soit il y a autre chose. Et en fait, je suis remonté dans le temps et je vais vous raconter une histoire qui est absolument épouvantable. Parce que le crime de mémoricide a été commis en même temps que l'acte génocidaire. Qu'est-ce qui se passe? Les Vendéens sont massacrés. Ils ne comprennent pas que dans le cadre d'une guerre civile, on puisse massacrer massivement les femmes parce qu'elles sont femmes, les enfants parce qu'ils sont enfants, les vieillards parce qu'ils sont vieillards. Donc ils s'enfuient du territoire infernal et vont traverser la Loire. Au moment de traverser la Loire, le général en chef des Vendéens, qui s'appelle Bonchamp, qui est un chrétien, qui est mortellement blessé, qui va mourir dans les quarts d'heure qui suivent. Il sait qu'en tant que chrétien, il va se présenter devant le juge suprême, qui est Dieu. Il aura à répondre à trois questions. Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as laissé faire? Qu'est-ce que tu as stimulé? Et pour lui, c'est insoutenable. Et d'autant plus qu'il ne veut pas être ce que la République veut qu'il soit, c'est-à-dire un criminel contre l'humanité. Alors il va faire deux choses. Il va gracier les 5000 bleus prisonniers, 5000 salopards qui ont tué les femmes, etc. Il les gracie et les libère.
Lorsque l'armée française arrive, voit sur la rive gauche de la Loire ces soldats, elle ne comprend pas, puisque on est dans le cadre, il y a 4 plans d'extermination en Vendée. Le premier plan date du 26 juillet, le dernier plan du 11 mai 94. Il y a 4 plans. On pourrait parler des moyens d'ailleurs d'extermination. Bien sûr, non mais restons là-dessus. Alors, là, qu'est-ce qui se passe? Les officiers supérieurs sont décontenancés. Donc, ils vont demander au comité de salut public de leur donner des ordres. Est-ce qu'on tient compte de la mesure prise par les Vendéens ou on fait autre chose? Et en fait, les comités de salut public vont répondre ceci. Les Vendéens n'ont pas le temps de faire des journaux, cela s'oubliera avec le temps. Il faut surtout pas que cela soit connu. Donc, vous allez demander aux soldats qui ont accepté Oui. la liberté de sous-hommes, d'animaux, de réparer le crime qu'ils ont commis vis-à-vis de la République en tuant tous leurs libérateurs et tous les témoins oculaires. Et donc, on va prendre possession d'un énorme territoire, on va faire prisonnier les gens, on va les mettre dans un camp de concentration et d'extermination qui existe toujours, et on va les liquider sur des semaines. C'est ce qui s'est passé. L'acte de mémoricide, il est né là. Vous voulez dire que le mémoricide s'est installé en même temps que le génocide, que le crime. Absolument. Le crime, oui. Mais c'est Katyn. Oui, Katyn. C'est Katyn, c'est la même chose. Vous voyez, une fois qu'on est monté sur la table de l'histoire et qu'on regarde en hauteur cette histoire, ça permet de comprendre beaucoup de choses. Katyn, on a fait croire que c'était les Allemands qui étaient à l'origine de Katyn. Alors que c'était pas les Allemands. C'était pas les Allemands. Et il a fallu attendre Helsinki. Oui, bien sûr. Pour que ça soit reconnu. Bien sûr. Mais oui, ce qui n'a pas empêché que les Allemands ont fait ce qu'ils ont fait. Mais je comprends. Mais pour revenir à ça, qu'est-ce qui a fait que... Alors, est-ce que c'est parce que la République est là, qu'est-ce qui a fait qu'il y a eu, dans les écoles, un peu partout, dans l'enseignement, on l'a dit, ceci n'a pas existé. C'est-à-dire qu'il y a une espèce d'ablation de l'histoire. Enfin, absolument. C'est pire que ça. C'est un acte, bien sûr, politique, administratif. On a du mal à comprendre ce qui se passe en Vendée à l'heure actuelle. Pourquoi la Vendée, c'est la plus grande concentration des PME et de PMI. Oui, il n'y a pas de chômage en Vendée. Il n'y a pas de chômage en Vendée. Le Vendée. taux de chômage en Vendée est beaucoup moindre que partout ailleurs. Ouais. Pourquoi l'enseignement privé est aussi important, etc. Parce que l'État central, dès la Révolution française, a exclu la Vendée de la France et l'a sanctionnée en permanence. Et en fait, c'est un peuple résilient. C'est-à-dire que pour vivre, pour survivre, il a fallu qu'il se débrouille par lui-même. Le phénomène Philippe de Villiers, le phénomène Puy du Fou, ne peut se comprendre que si on se penche sur cette spécificité vendéenne. Ce qui n'est pas propre à la Vendée. Hein. Regardez le monde juif. Pourquoi ce monde juif est aussi combatif? C'est pour exactement les mêmes raisons. Très intéressant, Rénal Sécher. On va continuer d'en parler. Sécher, pardon. On va continuer à parler juste après cette petite pause. Je voudrais justement rentrer. Qu'est-ce qui explique, et c'est à l'historien que je parle, comment effectivement, quel que soit ce qu'on peut penser de la Révolution, de la République, etc., qui a eu ses bons et ses mauvais côtés, comment on décide, comment on arrive à décider de dire il faut vraiment massacrer un peuple, un pays, une région. Alors, on l'a vu après, malheureusement, hein, on le sait, on l'a vu un peu partout dans le monde, c'est terrible, mais déjà qu'au nom effectivement de la libération du citoyen, de la République, de liberté, égalité, fraternité, oui, mais ceux-là ne doivent être ni libres, ni égaux, et encore moins frères, donc il faut les supprimer. Qu'est-ce qui a fait, qu'est-ce qui s'est passé dans la tête? On va en parler avec Rénal Sécher tout de suite. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Le génocide, le mémoricide, Vendée, la Vendée, effectivement. Quel exemple? Rénal Sécher en parle dans plusieurs livres, notamment celui qui est paru au Cerf
et celui qui vient de paraître sur Guerre de Vendée, génocide à la Chapelle-Basse-Mer. Mais alors justement, remontons à cela sans jeter le bébé, tout le bébé républicain et l'eau du bain, en tout cas moi je ne le jette pas, mais quand même Rénal Sécher, qu'est-ce qu'il fait? Et on l'a vu après, hélas, à moult reprises, hein, et encore il n'y a pas si longtemps, c'est ce qui passait au Rwanda, ce qui passait au Congo, ce qui s'est passé un peu partout. Qu'est-ce qui fait quand même, et sans vouloir faire des comparaisons et des amalgames, qu'est-ce qui fait que les révolutionnaires, justement, sous prétexte que ce peuple vendéen était resté catholique, était pour le clergé, etc., il fallait l'éliminer, parce que c'est ce concept qui est quand même hallucinant et qu'on est, pour quelques personnes qui essaient de raisonner un peu, comment on dit, on va supprimer tout le monde. Ce côté, voilà, totalitaire, allez, fini, terminé, c'est pas grave, on le fait. Je crois que c'est lié à cette idée qui remonte assez loin dans le temps. Hein. Il y a tout un débat déjà avec saint Thomas d'Aquin, le XVIe siècle, et puis les philosophes des Lumières. Cette idée qu'il faut créer l'homme nouveau. L'homme nouveau, l'homme déraciné, hein, coûte que coûte. C'est-à-dire que l'homme historique ne vaut plus rien. Mais c'est le wokisme, d'une certaine manière. C'est l'antique 10 commandements. Voilà, fabriquer l'homme nouveau coûte que coûte. Il y a 2 moyens pour fabriquer l'homme nouveau. Soit l'adhésion spontanée, soit la régénération. J'utilise les mots de la Révolution française, mais que nous retrouvons chez les communistes ou chez les nazis, etc. C'est toujours le même vocabulaire. On régénère. Il y a les dégénérés, il faut régénérer. Et celui qui refuse d'être ce que la Révolution française veut qu'il soit et d'être régénéré devient un sous-homme, c'est-à-dire un non-homme. Et il va être traité comme tel. À titre d'exemple, pour la Vendée, on décide que les Vendéens, parce qu'ils refusent l'ordre nouveau, ils refusent d'appliquer la loi. N'oubliez jamais qu'en France, la loi est une et indivisible. Je prends un exemple de l'application. Dans le préambule de la Déclaration des droits de la Ve République, la langue unique en France, c'est le français. Oui. Mais ce n'est pas la langue maternelle d'une bonne partie des Français. Et le petit breton qui veut apprendre sa langue maternelle, ils veulent l'apprendre comme langue étrangère. C'est tout le débat qu'il y a à l'heure actuelle en Corse. C'est-à-dire que les Corses demandent simplement le droit. Oui, d'apprendre leur langue. D'apprendre leur langue et de l'utiliser dans la vie administrative et autres. Or, comme la loi une et indivisible l'interdit, eh bien, ils ne peuvent pas accéder... Mais Rénal Sécher, on n'aurait pas pu faire nation si chacun devait utiliser le corse ou le breton, etc., comme langue première, vous le savez très bien. Et pourquoi ? Regardez l'Angleterre, regardez bon nombre de pays qui sont profondément démocratiques. Regardez l'exemple type, c'est la Suisse. Ils utilisent quoi? Ils autant utilisent de cantons, autant de langues. Parce que, mon cher ami, vous êtes jacobin dans l'âme. Bah, je suis jacobin jusqu'à un certain point. Je ne suis pas jacobin jusqu'au point d'éliminer l'autre. Non mais sans revenir sur ces querelles-là. Moi, la question, c'est qu'on peut être effectivement en désaccord. Par exemple, je vais pas dire Rénal Sécher est un dangereux contre-révolutionnaire, je vais l'éliminer. C'est-à-dire, il y a quand même tout le monde n'a pas fait ça, et heureusement, et la majorité. Qu'est-ce qui fait? Moi, je reviens à ça. Vous parlez de l'homme nouveau, vous parlez de cela. Or, on l'a vu. Que ce soit des nazis, aux maoïstes, à je ne sais quel peuple, etc., qui décide, on veut supprimer, et même encore aujourd'hui, ceux-là, il faut les supprimer, hein. Pas un centimètre carré de tel territoire ne doit faire qu'une autre religion ou une autre civilisation. On va pas parler des chrétiens d'Orient, mais on pourrait dire beaucoup de choses aussi là-dessus. Mais et vous savez, je reviens à ce que je vous disais tout à l'heure. Si on monte sur la table de l'histoire, on se rend compte que tous les différents systèmes que vous avez cités ont tous la même finalité, l'homme unique. Et tous ont les mêmes moyens de gouvernance, la terreur. Quelle est la référence de tout cela? Eh bien, c'est la Révolution française. Je prends un exemple, Lénine, qui parle de faire des Vendées
en Russie, en URSS. Oui, il a employé l'expression. Bien sûr. Faire des Vendées Pourquoi? en Russie. Absolument. Vous avez un livre remarquable sur cette question de Stéphane Courtois qui s'appelle Lénine, qui est paru chez Perrin. Je lui ai demandé de recenser le nombre de fois que Lénine sortait. Pourquoi? Parce qu'il est venu étudier en Vendée les méthodes d'extermination. Et Pol Pot, il est venu, lui, en personne, il est allé en Vendée, oui. 1910. Est venu. Donc, la Vendée, je répète, est une matrice. Et d'ailleurs, on pourrait parler des moyens. Parce que c'est passionnant, les moyens. Oui, mais c'est intéressant. En fait, j'ai, en étudiant globalement les moyens de massacre de masse, j'ai distingué 2 grands moyens. Ça va vous surprendre. C'est ce que j'appelle le proto-scientifique. C'est-à-dire que, dans un premier temps, de juillet, grosso modo, à novembre 93, on va vouloir mettre la science au service du massacre de masse. Et on va vouloir retenir 3 moyens. Le premier moyen, c'est le moyen qu'on a cité tout à l'heure, le gazage. On décide de gazer la Vendée. Deuxième moyen... Déjà. Bien avant les chambres à gaz. Absolument. Je rappelle d'ailleurs que le premier à avoir utilisé ça de manière industrielle, c'est Lénine. Bien. Le deuxième moyen, c'est la mine antipersonnelle, qui a le même problème que de nos jours. Troisième moyen, c'est l'empoisonnement à partir de l'arsenic. C'est parce qu'on échoue dans ces moyens qu'on va utiliser des moyens artisanaux, il y en a 6 grosso modo, de manière industrielle. Le premier moyen, c'est la décapitation. Alors quand on parle de la décapitation, tout le monde pense à la guillotine. La guillotine n'est qu'un seul moyen de décapiter, et ça pose beaucoup de problèmes. Deuxième moyen, c'est le feu, c'est-à-dire qu'on met les gens dans des endroits clos. L'exemple le plus célèbre, c'est le Petit Luc, ou la chapelle Basse-Mer, dans la chapelle Saint-Pierre que nous avons restaurée, qui est devenue d'ailleurs le mémorial de l'extermination de la Vendée qu'on peut visiter de nos jours. Troisième moyen, le sabrage, c'est-à-dire qu'on met les gens en file indienne et on les tue avec des armes coupantes. Le quatrième moyen, les noyades. Alors, quand on parle des noyades, on parle de Nantes, mais c'est un des moyens. Carrier. Oui, Carrier. Oui. Mais Carrier a eu quelqu'un qui a fait mieux que lui, Franck Castel à Angers. On a retenu le nom de Carrier. Tout ça, ce sont des députés, hein. Je rappelle toujours, hein. Bon, là où il y a de l'eau, on noie. Ensuite, l'éclatement des crânes à coups de crosse et, bien entendu, l'exécution par balle. Et ça pose de problèmes. Le coût. Comment financer ça? C'est-à-dire qu'on retrouve la même problématique chez les communistes, les nazis, et l'exemple récent, l'affaire de Tiamen, qui a fait la une des journaux, et malheureusement, les journalistes n'ont pas été voir dans l'histoire ce qui s'est passé avant. Il faut faire payer aux criminels qui est hors la loi, sa propre exécution. Et comment le faire payer? Pour commencer, en nationalisant ses biens. C'est ce qu'on a fait pour la Vendée. Deuxièmement... Oui, on s'empare des biens des victimes et on les tue avec leur propre argent. Absolument. Et vous allez voir jusqu'où on va aller. Ouais. Ensuite, par l'impôt. On a en France, mais on ne peut plus lever l'impôt. Donc on va demander à chaque Vendéen exécuté de payer sa propre exécution. Donc pour commencer, on va lui prendre ce qui vaut de l'argent sur lui, c'est-à-dire sa montre, ses bijoux, son argent. Puis comme ce n'est pas suffisant, on va lui prendre ses vêtements. C'est pour ça qu'on exécute souvent les gens nus. À la chapelle Basse-Mer, dans le mémorial, nous avons justement une noyade qui est faite par une très grande artiste batave, Daphné du Barry. On voit une femme nue présentant son enfant vers les yeux, mais on la noie nue parce qu'on a pris ses vêtements pour payer justement sa noyade. Et on va aller encore plus loin. C'est-à-dire qu'on va prendre les cheveux, on va couper les cheveux. Vous voyez, ça rappelle des ça pour faire des perruques. Auschwitz et compagnie. Oui. Les dents, lunettes, pour faire des dentiers. La peau. Ah oui, déjà, collection de cheveux, de lunettes, de dents, de tout ça. Sûr. La peau, pour faire des uniformes. La graisse, on va faire fondre la graisse des Vendéens, on a des exemples. Et pire, on va même exploiter les squelettes. Pour les écoles, de médecine. Vous voyez, tout a été créé en Vendée. Et donc planifié, organisé. Organisé. Et d'ailleurs, c'est tellement planifié que ce sont les membres de l'Assemblée nationale, de la Convention, qui ont
conçu et voté l'extermination et l'anéantissement, qui vont sur place vérifier si leurs ordres sont bien exécutés, et chaque général, chaque jour, doit faire un rapport en double exemplaire, un pour le pouvoir politique et l'autre pour le pouvoir militaire. Comment est-ce qu'on a retrouvé cela? Parce qu'évidemment, quand il y a eu la chute de Robespierre, on a fait disparaître un nombre considérable de documents. Évidemment, on n'a pas pu faire disparaître les lois, etc., parce qu'elles avaient été publiées au journal officiel. Mais on a oublié de donner ces ordres aux militaires. Et mieux, moi j'ai retrouvé tous les documents du comité de salut public et je les ai reconstitués grâce à la numérisation. C'est-à-dire que les documents existent, mais ils sont éclatés. Et moi, je suis arrivé avec un appareil photo, j'ai photographié page par page, et j'ai reconstitué les dossiers. C'est comme ça qu'on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas un plan d'extermination, celui de Turreau, le plus célèbre, mais 4, ça n'avait pas duré entre janvier 94 et le 11 mai 94, mais ça avait commencé le 26 juillet. Mieux, grâce à cela, j'ai démontré que contrairement à ce que disaient les marxistes, les républicains, les robespierristes, que le comité de salut public n'était pas l'arme de la Convention, mais la tête pensante, et que les véritables criminels de tout cela, c'est Robespierre, Barère, Turreau, Carnot, etc. Vous voyez? Alors quand je vois des gens comme Mélenchon qui rendent hommage à des criminels contre l'humanité, ça soulève ça pose question, hein, c'est le moins que l'on puisse dire. Très, très, très intéressant. Et encore une fois, je dis aux auditeurs, lisez les livres de Rénal Sécher, lisez les histoires de la Vendée, et lisez ce qui s'est vraiment passé, parce que, encore une fois, vous savez, quand le réel frappe à la porte, il ne faut pas se boucher les yeux et les oreilles, fermer portes et fenêtres. Il faut venir en Vendée, tout est intact. Vous savez, la Vendée souffre. Elle souffre, elle hurle sa souffrance. Mais encore aujourd'hui, très franchement, ou c'est du passé, ils disent... Ah non, c'est pas du tout du passé. Et quand on a fait le mémorial de l'extermination à la chapelle Basse-Mère, au sein du prieuré Saint-Pierre, vous pouvez pas vous imaginer le nombre de personnes du monde entier qui viennent. La semaine dernière, on a eu des Anglais, des Brésiliens, etc., des New-Yorkais. Bon, et donc ils découvrent les choses. C'est pour ça que les spectacles comme la Cinécénie ou le dernier Panache au Puy du Fou ont un tel écho. Vous voyez, oui, bien sûr. Parce que est-ce que vous pensez que c'est aussi, Rénal Sécher, une des raisons pour lesquelles Solzhenitsyn s'est rendu en Vendée, notamment au Puy du Fou? Ben, enfin, la Vendée comptait pour Solzhenitsyn, lui qui a écrit l'archipel du Goulag, je le rappelle, entre autres. Alors, je répète ce que je vous disais tout à l'heure. Lénine a tout fait à partir de la Vendée. Et c'est ce qu'explique Solzhenitsyn en venant en Vendée. Autant les Français ne connaissent pas l'histoire de la Vendée, autant Solzhenitsyn la connaissait. Et cette histoire avait été transmise par ses parents et ses grands-parents. Et c'est ça qui est étonnant. Oui, la tradition... Bien sûr. Vous voyez, très, très donc étonnant. cette histoire franco-française est devenue une histoire qui intéresse tous les pays qui ont souffert de la même manière et tous les continents. Et Dieu sait s'il y en a eu, c'est intéressant, mais ce qui est passionnant, c'est de montrer que l'exemple vendéen avait été déjeuné là pour le pire à des gens qui s'en inspiraient pour faire les actes qu'ils ont faits. On en continue d'en parler avec Rénal Sécher après cette petite pause. 0826 300 300 pour ceux qui veulent appeler, mais je sais pourquoi ils n'appellent pas, parce qu'ils écoutent et parce qu'ils apprennent et parce que c'est extrêmement important toujours de lire et d'apprendre. Je vous le dis 20 fois, écoutez l'émission et ensuite précipitez-vous sur les livres. À tout de suite. Sud Radio, c'est votre opinion qui compte. J'adore Sud Radio, et alors des choses positives à prendre et des informations que l'on n'a pas ailleurs. Sud Radio, parlons vrai. Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Et l'historien Rénal Sécher qui est aussi dans tous ses états, mais pour de bonnes raisons, comme nous, effectivement, Vendée du génocide aux mémoricides aux éditions du Cerf,
Guerre de Vendée, génocide à la Chapelle Basse-Mer. Maud, je crois que nous avons un auditeur. On accueille Michel qui nous appelle de Bretagne. Bonjour Michel. Bonjour André et bonjour Monsieur Sécher. Voilà, bonjour Monsieur. Voilà, non, je fais très court. Deux questions. C'est issu de documentaires que j'avais vus il y a déjà quelques années et qui est issu ces documents sont issus de l'université de Haute-Bretagne. Et c'est vrai qu'à l'époque, dans les documents qu'on montrait, il y avait un débat déjà sur le terme qu'il devait employer. Ils n'employaient pas le mot de génocide, mais ils employaient le terme de plébiscide. Alors, plébiscide. Ah bon? Plébiscide, voilà. Oui. Voilà, parce que il y avait un débat pour savoir est-ce que c'était voilà. Et la deuxième chose que je voudrais aussi qu'on puisse apporter quelques précisions, c'est à propos de l'attitude on va dire du comité de salut public, puisque il y avait des guerres autour de la France. Et cette révolte vendéenne, au début, il semblerait que le comité, donc sur Paris, on ne fait pas très attention. Mais petit à petit, les Vendéens vont se battre, parce qu'ils ne veulent pas envoyer leurs enfants à la guerre, puisqu'ils ont du boulot à la maison, dans les champs. Et ils vont gagner, ils vont commencer à gagner des batailles. Ça va, et il semblerait qu'à Paris, on les vive comme des ennemis de l'intérieur. Et le mot ennemi est vraiment terrible, puisque voilà, ça change leur statut. D'accord. Voilà, c'était les deux choses que je voulais vous proposer. Merci. Rénal Sécher, alors est-ce que les Vendéens ont été, comme effectivement, il faut le dire, la Révolution avait été attaquée par plusieurs monarchies d'Europe, c'est le moins que l'on puisse dire, est-ce qu'il y a eu, effectivement, Vendéens, des Gaulois, vous ne voulez pas vous battre avec nous, donc vous êtes des ennemis? Je vais beaucoup vous surprendre. Les monarchies européennes n'ont pas attaqué la France, c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'on veut créer une révolution une, indivisible et universelle. Et c'est la France qui déclare la guerre au monde, c'est-à-dire à l'Europe, pour créer l'homme nouveau au sein de l'Europe. Vous voulez dire c'est la France qui a commencé à attaquer? Bien sûr, il n'y a aucun pays qui ait déclaré la guerre unilatéralement à la France. C'est l'inverse. Mais vous voyez, ça c'est toute une mythologie qu'on apprend au sein des écoles et qui est absolument fausse. Mais vous savez, je peux prendre d'autres exemples. Lorsqu'on présente le roi comme un petit bonhomme rondouillard inculte, Louis XVI est un géant, 1m92. Est-ce que franchement les monarchies ne se sont pas inquiétées autour en disant qu'est-ce que c'est que ces dangereux sans-culottes qui vont venir nous renverser? Franchement, ne me dites pas qu'il n'y a pas eu de réaction à ce moment-là. Je ne dis pas qu'il n'y ait pas eu de réaction. Je dis simplement que la réalité historique me fait dire qu'il n'y a aucune monarchie européenne qui ait déclaré la guerre en 92-93 à la France. C'est la France qui a déclaré la guerre au reste de l'Europe, du monde, pour créer l'homme nouveau, universel. Vous savez, c'est tout le débat qu'il y a eu entre Rosa Luxembourg et Lénine. Comment imposer l'homme nouveau en Russie, en URSS, et l'exporter dans le reste du monde? Il y a deux méthodes. C'est toujours la même problématique. Soit on fait d'abord la révolution à l'intérieur et on attaque, soit on attaque à l'extérieur et par la cristallisation, révolution on l'impose dans à un seul l'intérieur. pays ou partout. Enfin, voilà. Je crois, Maud, nous avons... Deuxième auditeur, Guy, qui appelle de Bergerac. Oui, bonjour Guy. Oui, bonjour Ahmed Dakoff, bonjour Rénal Sécher, je suis très heureux de vous parler. Et surtout, je voudrais dire, pour confirmer ce que vous disiez tout à l'heure, la Vendée souffre encore. C'est-à-dire que mon beau-père était ardennais et il avait émigré et il s'était réfugié à Vendée en 1940. Et donc, il a vécu plusieurs années avec des Vendéens et il a entendu toutes les horreurs de la Vendée. Ensuite, pendant 40 ans, j'ai fait la foire de Nantes, puisque j'étais viticulteur, et j'ai connu beaucoup de gens et des Vendéens et qui racontent encore ces horreurs-là, et ils les vivent encore comme si c'était avant-hier. Mais par contre, ça a créé, et là on retrouve la remarque aussi du Puy du Fou, ça a créé une forme de solidarité, une forme d'âme vendéenne qui est noble et belle. Et ça, je tenais à le dire. Très bien Guy, voilà. mais
Oui, merci. Oui, c'est ce que vous disiez, Rénal Séché, effectivement. C'est cher. Pardon, ce qui est extraordinaire, c'est vrai, moi j'ai été frappé quand on m'a dit que la Vendée avait le taux de chômage le plus bas de France, et Navarre, vous l'avez expliqué, et puis le pays du fou. Ça me rappelle la première conférence que j'ai faite après la soutenance de ma thèse dans un village vendéen, Molévrier. Il y avait plusieurs centaines de personnes, et je voyais des gens sortir, ce qui évidemment suscitait chez moi un certain nombre d'interrogations. Je suis sortir allé pendant la conférence. Pendant la conférence et revenir. Et je suis allé les voir à la fin. J'en parle encore avec émotion. Oui, je comprends. Il me disait merci. Parce qu'enfin, on vient de comprendre ce qu'on nous a fait et ce que nous sommes. Vous savez, Philippe Duvillier ne dit pas autre chose que cela. Il ne dit pas autre chose. Vous savez, quand vous allez au Luxe, au Boulogne, dans la chapelle des Petits Lucs, ce village a été rayé de la carte de France, faute d'habitants. Rayé de la carte de France. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que cela veut dire. On peut se rendre compte. La chapelle Basse-Mer dont vous parliez est sur 3250 habitants. 950 habitants ont été massacrés, principalement des femmes, des enfants, des vieillards. J'ai même retrouvé la liste de l'habitat détruit. Sur 1000 maisons, 360 maisons de détruites, 51% de la valeur immobilière. C'est quelque chose d'innommable, d'indicible. C'est pour ça que c'est très bien que vous en parliez et qu'on en parle et que vous lisiez, vous. Résident de Sud Radio, éditeur de Sud Radio. Rénal Séché, mais vous avez dit hors antenne, vous m'avez dit que, encore maintenant, quand vous donnez des conférences, il y a des affiches hostiles, il y a des menaces, etc. Encore aujourd'hui. C'est très difficile de parler de la Vendée. Moi, j'ai fait la une de Libé, par exemple, 5 pages en disant que j'étais un historien révisionniste, négationniste, des choses de folles. J'ai dû démissionner de l'enseignement, j'ai été cambriolé pour m'empêcher de soutenir ma thèse, etc. Tout dernièrement, j'ai fait une conférence à Orléans et il a fallu appeler la gendarmerie pour me protéger. Je ne fais que de l'histoire. J'ai fait une conférence à Laval il y a quelques mois. J'ai eu la surprise de découvrir que on avait placardé des affiches me condamnant à mort par décapitation ou 5 balles dans le corps. Alors, c'est stupéfiant. Ce qui est encore plus stupéfiant, c'est lorsqu'on va porter plainte devant le procureur, il n'y a jamais de poursuite. Jamais. Jamais. Ah, c'est-à-dire que vous allez porter plainte, vous avez montré les preuves, ou rien. Même pas de réaction. Ouais, c'est quand même, ça en dit long. Et vous voyez, je vous remercie de m'inviter parce que moi, les médias mainstream ne m'invitent plus. Parce que justement, on ne veut pas aborder ça. Et donc, vous parlez vrai. Et merci de parler vrai. Non, écoutez, Rénal Séché, moi, je me réfère toujours à celui qui fut un des plus grands journalistes, Albert Londres. Et il a dit, il est important de porter la plume dans la plaie. Et si on ne fait pas ça, je ne vois pas de quoi on parle. En tout cas, je voudrais vous remercier d'avoir été là, d'avoir parlé de dont il faut parler, voir ce que l'on voit, comme disait Charles Péguy. Et je renvoie à tous vos livres, mais La guerre de Vendée, génocide à la chapelle Basse-Mer, et puis Vendée du génocide au mémoricide aux éditions du Cerf. Merci. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons